Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le cabinet Hayes Frisco Avocats et les éditions LexisNexis. Je suis Delphine Dormeuil, rédactrice en chef de la revue Contrats et marchés publics, et nous avons le plaisir d'accueillir les avocates Marie-Cécile Hayes et Inès Frisco. Bonjour à vous. Ce webinaire se déroulera en deux temps. Un premier temps au cours duquel Marie-Cécile et Inès nous présenteront dans leurs grandes lignes les règles de passation, d'exécution et de contentieux applicables aux contrats publics de construction. Et un deuxième temps sera consacré aux questions. Nous répondrons à celles posées en amont sur les réseaux sociaux et par mail, et vous pouvez également poser vos questions à l'aide du menu déroulant situé à droite de votre écran. Chère Marie-Cécile, chère Inès, vous avez la parole. C'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire qu'on organise avec la revue Contrats et marchés publics. Merci beaucoup Delphine pour cette organisation aussi. Alors, on va voir aujourd'hui les bases des marchés publics de travaux. Donc, on va faire passation, exécution, contentieux. Pas de panique, ça va aller très vite. Le programme est quand même assez dense puisqu'on n'a qu'une seule heure. Donc, n'hésitez pas soit à nous demander le PowerPoint. On peut vous l'envoyer. Il y aura sûrement plus de choses dans le PowerPoint que ce qu'on va réussir à dire à l'oral. Et n'hésitez pas non plus à nous poser vos questions sur l'adresse contact du cabinet. On y répondra avec plaisir. Du coup, c'est parti. Alors, on va vous présenter très rapidement qui on est. Donc, on est un cabinet d'avocats. On est spécialisé en tout ce qui est construction, donc que ce soit des contrats publics ou des contrats privés d'ailleurs, donc notamment les marchés publics de travaux. On fait aussi tout ce qui est droit immobilier par ailleurs. Si vous voulez accéder à des petites analyses gratuites en matière de marché public de travaux, n'hésitez pas à consulter notre page YouTube dans laquelle vous allez avoir des cafés actus. Donc, c'est en moins de 10 minutes, on vous résume un point de droit un peu particulier, comme le décompte général, la réception, les suggestions techniques imprévues. On en fait tous les mois. On publie aussi pas mal dans la revue Contrats et marchés publics, forcément, sur des sujets toujours en lien avec les contrats publics et les contrats de travaux. Donc, nous avons fait diverses publications et des études qui souvent viennent compléter un petit peu les cafés actus. Et vous pouvez aussi tout à fait vous abonner à notre newsletter juridique qui sort tous les vendredis et qui vous fait le point sur la jurisprudence ou la doctrine un peu intéressante sur les sujets qu'on traite en matière de construction. Du coup, c'est parti, on va commencer le fond. Alors, on commence avec la passation. Donc, on a vraiment fait dans l'ordre chronologique une opération de travaux, comment ça se déroule. On commence avec la passation et avec la définition du besoin de la part de l'acheteur. Donc, quand on veut passer un marché, premier réflexe, définir son besoin. Définir son besoin, ça veut dire définir le type de marché dont on a besoin et aussi la technique d'achat qu'on va utiliser. Pour le type de marché, il y a une règle fondamentale dans le Code de la commande publique, c'est l'allotissement. C'est-à-dire que le marché, sur une opération globale de travaux, il va être divisé en lots, en petits lots pertinents, qui pourront être assurés de manière indépendante par différents prestataires, différentes entreprises de travaux. Pourquoi il y a ce principe d'allotissement? C'est pour favoriser l'accès des PME à la commande publique. C'est vraiment un principe fondamental de la commande publique. Donc, l'acheteur a l'obligation de créer des lots dans ces marchés. Donc, il choisit le nombre de lots, la taille des lots et l'objet de chaque lot, mais il a vraiment l'obligation d'allotir. Ça, c'est le principe. On a des exceptions, des dérogations avec tout ce qui est marchés globaux. Dans certains cas, il est possible de ne pas allotir pour des raisons. Alors, ça peut être des raisons techniques. Et là, on est sur les marchés de conception-réalisation. Si il y a besoin, en fait, d'associer le titulaire des travaux aux études de conception, on va pouvoir avoir recours à un marché de conception-réalisation. Donc là, on ne fait pas de lot, on fait un marché global. Pareil pour le marché global de performance, où là, la justification, c'est qu'il y a un engagement sur des performances énergétiques de l'ouvrage. Et donc là, c'est une justification pour avoir recours aussi à un marché global qu'on n'allotit pas. On a dans certains secteurs particuliers, la défense, la santé, les transports, des marchés globaux qui sont prévus aussi, auxquels on peut avoir recours. Et enfin, dernier type de marché global, c'est le marché de partenariat auquel on peut avoir recours donc sans allotir si on justifie bien qu'on est dans un marché à plus de 10 millions d'euros et si on justifie en fait que le bilan coût-avantage du recours au marché de partenariat est plus avantageux que le recours à un marché alloti. Ça, c'est pour les types de marchés auxquels on peut avoir recours.
Et après, deuxième étape dans la définition du besoin, c'est choisir sa technique d'achat, les types d'achats que prévoit le code de la commande publique. On a soit un marché classique, soit ce qu'on appelle un accord cadre. L'accord cadre, c'est quoi? C'est un marché par lequel on va venir sélectionner un ou plusieurs opérateurs, il peut être mono ou multi-attributaire, en vue de la conclusion ensuite d'autres marchés au cours d'une période donnée. Le principe, alors sauf exception, mais le principe c'est qu'un accord cadre, ça ne doit pas durer plus de 4 ans. Une fois qu'on a cet accord cadre, soit cet accord cadre, il fixe de base l'ensemble des règles applicables au marché, et dans ce cas-là, on va venir ensuite passer des bons de commande qui sont juste des demandes en fait d'exécution d'une prestation en application du marché ou d'une quantité, et le titulaire vient exécuter au fur et à mesure de l'émission des bons de commande. On n'a pas de renégociation ou de remise en concurrence, on exécute juste le marché. Deuxième possibilité dans l'accord cadre, c'est si de base, dans l'accord cadre, on n'a pas fixé l'ensemble des règles, alors là, on va venir passer des marchés subséquents. Et c'est dans ces marchés-là qu'on va venir préciser les caractéristiques et les modalités d'exécution des prestations qui sont demandées aux titulaires. Et là, donc, si on est dans un accord cadre multi-attributaire, on va pouvoir venir remettre en concurrence si on a plusieurs titulaires au moment de passer les marchés subséquents. Attention, petite précision qui est une nouveauté qui date de l'année dernière, c'est que désormais, en application d'une jurisprudence européenne qui a été intégrée dans le Code de la commande publique, il faut bien que l'accord cadre fixe impérativement un montant maximum pour la période d'exécution. Ça, c'est pour les accords cadres, une première technique d'achat possible. La deuxième technique d'achat possible en marché de travaux, on parle vraiment des principales techniques d'achat en marché de travaux, c'est le marché à tranches. Donc là, c'est un marché qui va venir comporter une tranche ferme et ensuite une ou plusieurs tranches optionnelles que l'acheteur décide d'engager ou non. Attention quand même parce que dans certains contrats, il est possible de prévoir que si la tranche optionnelle ou les tranches optionnelles sont affermies avec un peu de retard ou pas affermies du tout, il peut y avoir une indemnité d'attente ou de dédit en faveur du titulaire. Donc voilà globalement pour la définition des besoins. Une fois qu'on a défini son besoin, on va venir choisir le type de procédure de passation qu'on veut mettre en place pour passer son marché de travaux. Alors, on ne choisit pas vraiment, puisque en fait, le type de procédure qu'on va devoir appliquer dépend du montant du marché, du montant du besoin estimé du marché, et plus le montant est important, plus la procédure est rigide. La première procédure qui existe, c'est le marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. Ça, c'est possible quand on est dans un marché dont le montant est inférieur à 100 000 euros. Alors, le seuil, normalement, était fixé à 40 000 euros, mais il y a une dérogation qui est intervenue l'année dernière à la suite des différentes crises, justement pour apporter plus de souplesse dans la passation des marchés. Et donc, jusqu'à fin 2024, c'est 100 000 euros. En dessous de 100 000 euros, vous pouvez avoir un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable. C'est le cas principal. Il y a d'autres cas possibles dans lesquels on peut recourir à ce type de procédure en cas d'urgence ou par exemple de procédure infructueuse. C'est possible aussi. Et là, comment ça fonctionne? Eh ben, on n'est pas obligé de faire de publicité, on n'est pas obligé de mettre en concurrence. Après, il faut quand même respecter les principes fondamentaux du Code de la commande publique, donc l'égalité de traitement, la liberté d'accès de tous les opérateurs. Et il faut donc choisir une offre pertinente qui est adaptée aux besoins et faire une bonne utilisation des deniers publics. Donc, avec un prix qui soit pertinent, économiquement avantageux et qu'on ne sélectionne pas toujours le même titulaire. Ça, c'est pour la première procédure, sans publicité ni mise en concurrence. Quand on est au-dessus de 100 000 euros, mais en dessous de 5 380 000 euros, là, on est en procédure qu'on appelle adaptée. On peut aussi utiliser cette procédure quand on est au-dessus des 5 millions d'euros, mais qu'on passe un petit lot d'un marché. Donc, un petit lot, ça veut dire en dessous d'1 million d'euros et moins de 20% de la totalité du montant du marché. Là, la procédure, alors il y a une publicité imposée et il faut mettre en concurrence, mais la procédure est souple, c'est-à-dire que c'est l'acheteur qui va venir définir les modalités de la mise en concurrence. Il peut notamment prévoir de la négociation, c'est tout à fait possible s'il le prévoit dans son règlement de la consultation, et on est vraiment sur une procédure beaucoup plus souple que les procédures formalisées. Justement, les procédures formalisées, qu'est-ce que c'est? On s'en sert dès qu'on est au-dessus du seuil des 5 millions. On doit recourir obligatoirement à une procédure formalisée. Il y en a plusieurs. Il y a l'appel d'offres ouvert, quand tous les candidats peuvent participer. L'appel d'offres restreint, quand on restreint seulement à certains candidats. Et ensuite, il y a des procédures avec négociation qui peuvent être utilisées dans certains cas. C'est le dialogue compétitif et la procédure avec négociation. Donc, en procédure formalisée, il y a des règles qui sont très strictes qu'il faut absolument respecter, que les candidats doivent respecter. Donc, il y a des exigences minimales à avoir.
normalement, on n'a pas de négociation en procédure formalisée, sauf si on est justement dans ces cas particuliers de dialogue compétitif ou de procédure négociée. On a des délais stricts à respecter entre l'envoi des candidatures, l'envoi des offres, leurs analyses. Donc, c'est vraiment très strict. Il faut respecter toutes les étapes qui sont prescrites par le Code de la commande publique. Ça, c'est pour les types de procédures. Donc, pour résumer rapidement sur la publicité, puisqu'une fois qu'on a choisi ce type de procédure, il va falloir lancer un avis de publicité éventuellement. Donc, sous 100 000 €, on est en procédure libre publicité optionnelle. Sous les 100 millions, on est en procédure adaptée, donc publicité au BOMP ou dans un journal d'annonce légale. Et au-dessus de 5 millions, on est en procédure formalisée, donc appel d'offres ouvert, appel d'offres restreint. Et là, on peut choisir on ne choisit pas, c'est forcément le BOMP et le JOIE puisqu'on est en procédure formalisée, donc les règles sont très strictes. Une fois qu'on a défini son type de procédure et qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va mettre dans son marché, le Code de la commande publique prescrit des clauses qui sont obligatoires, qui doivent absolument figurer dans vos marchés publics. Alors, quelles sont-elles? Les premières clauses auxquelles il faut absolument penser, qu'il faut mettre, surtout dans un marché de travaux, c'est fondamental, c'est les spécifications techniques. Les spécifications techniques, c'est vraiment les règles que le titulaire va devoir respecter dans l'exécution du marché. Ces spécifications techniques-là, elles doivent faire référence à des normes, à des performances que l'ouvrage va devoir atteindre. Elles doivent être en lien avec l'objet du marché. Et attention, elles doivent ne pas restreindre la concurrence. Il faut qu'elles favorisent une concurrence large. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la possibilité de mettre dans un CCTP, par exemple, de référence à une marque particulière pour l'utilisation d'un matériau ou de référence à un brevet spécifique. Il faut vraiment laisser la possibilité aux candidats de présenter des équivalents pour qu'il y ait une concurrence qui soit la plus large possible. Deuxième clause qu'il faut absolument faire figurer dans vos marchés, c'est les clauses relatives à la durée. La durée, elle est fixée en fonction de la nature des prestations, évidemment, et de l'objet du marché, mais il faut qu'elle favorise une remise en concurrence périodique. Donc, il ne faut pas avoir des marchés qui ont des durées trop longues. Et enfin, clause extrêmement importante, c'est la clause de prix. La clause de prix du marché, elle est fondamentale. Et là, il y a plusieurs types de prix qui sont possibles. Le premier type de prix, c'est le prix unitaire, c'est-à-dire qu'on va venir appliquer les prix qui sont fixés dans le bordereau de prix unitaire qu'aura fixé le candidat aux quantités qui sont réellement exécutées. Donc, au fur et à mesure de l'exécution, on applique le BPU et en fin de marché, du coup, on a le prix global du marché. Ça, c'est pour le prix unitaire. Quand on est en marché de travaux, en général, on est plutôt sur un prix qu'on appelle global et forfaitaire. C'est-à-dire que c'est un prix qui est fixé dès le début, qui peut éventuellement être négocié entre les parties si on est sur une procédure négociée. Mais le prix qui est fixé dès le début, il sera fixe, il ne va pas bouger. Quelles que soient les quantités mises en œuvre, en fait, le prix est global et donc il y a un aléa pour le titulaire qui doit bien calibrer son offre pour être sûr de ne pas produire à perte. Donc ça, c'est le type de prix unitaire, global et forfaitaire. Et ensuite, il y a aussi un choix à faire entre, alors, première distinction qui est un peu anecdotique, c'est prix définitif ou prix provisoire. Les prix provisoires, c'est très, très rare. C'est des hypothèses très précises quand on ne peut pas fixer le prix au moment où on passe le marché, qu'on le fixera ensuite. On l'écarte parce que c'est rare. Le prix définitif, il peut être soit ferme, soit révisable. Alors, ferme, c'est-à-dire que on est dans un cas où il n'y a pas d'aléa majeur sur le prix du contrat et sur les matériaux utilisés. Révisable, c'est quand on est, le Code de la commande publique impose, quand on est dans un marché qui dure plus de 3 mois et où il y a un aléa sur le prix des matières premières en cours d'exécution, là, il faut mettre un prix révisable, donc prévoir une clause de révision pour faire varier le prix en cours d'exécution du contrat. Voilà pour les clauses obligatoires. Une fois qu'on a fait ça, on envoie la procédure, on reçoit des candidatures et des offres. Qu'est-ce qu'on doit analyser en tant qu'acheteur dans les candidatures et dans les offres? Donc d'abord, le dossier de candidature, premièrement, qu'est-ce que c'est? Ça contient tous les renseignements qui sont destinés à vérifier que les candidats n'entrent pas dans les cas d'exclusion du Code de la commande publique et ont bien les aptitudes et les capacités pour exécuter le marché, donc notamment les capacités économiques et financières et aussi les capacités techniques et professionnelles. Une fois qu'on a ça, on analyse les candidatures. Il y a des candidatures qu'il faut absolument écarter parce qu'elles ne sont pas conformes et le Code de la commande publique impose de les écarter. Donc, quand elles sont hors délai, elles doivent être écartées. Quand elles sont incomplètes, elles doivent être écartées. On peut quand même demander une régularisation, c'est tout à fait possible, à condition, pour principe d'égalité de traitement, de bien demander régularisation à tous les candidats qui sont concernés, de leur laisser un délai qui soit le même pour tout le monde pour qu'ils puissent régulariser. Si on ne régularise pas dans le délai, il faut écarter l'offre qui est incomplète. On doit aussi écarter toutes les offres, toutes les candidatures,
pour les motifs d'exclusion au code de la commande publique. Donc, si on a des sujets de condamnation pénale, de non-respect des obligations fiscales ou sociales, on écarte. Et si les capacités minimales ne sont pas atteintes, en procédure formalisée, il y a des capacités minimales à atteindre. Si elles ne sont pas atteintes, on écarte aussi. Il est aussi possible, c'est pas obligatoire, mais il est aussi possible, s'il y a un doute, une suspicion qui est fondée de la part de l'acheteur, d'entente, par exemple, entre les candidats ou d'un possible conflit d'intérêts, tentative d'influencer sur la procédure, ou si on est sur un candidat qui a été condamné pour des manquements à des obligations contractuelles dans des marchés publics dans les 3 dernières années, on peut aussi écarter ces candidatures-là. Une fois qu'on a écarté tout ça, on analyse celles qui restent et donc on regarde les capacités économiques et financières et aussi techniques et professionnelles de tous les candidats avant d'analyser leurs offres. L'offre, c'est quoi? C'est la proposition technique et financière du candidat pour le marché donné. Donc, c'est vraiment la proposition, sa réponse en fait au marché qui va faire techniquement, qu'est-ce qui va être utilisé, quelle équipe il va mettre en place, quels matériaux, quelle technique. Ça, c'est l'offre. Cette offre-là, elle doit être analysée par l'acheteur en appliquant les critères d'attribution qui ont été fixés dans les documents de la consultation. Et donc, l'acheteur doit choisir l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de ces critères et sur la base de la pondération qui a été prévue. Si une pondération a été prévue en procédure formalisée, notamment, c'est obligatoire de prévoir une pondération en marché. Alors, quelles offres il faut écarter dans notre analyse? Comme pour les candidatures, on écarte les offres qui sont hors délai, on écarte les offres qui sont irrégulières, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas les exigences contractuelles. Là, c'est pareil, on peut demander une régularisation dans les mêmes conditions que pour les candidatures. Et si ça ne respecte toujours pas, on écarte les offres irrégulières. On écarte aussi les offres qui sont inacceptables, là où le prix en fait excède le budget qui avait été prévu pour le marché. Si on est en procédure négociée, on peut demander régularisation des offres inacceptables puisqu'il y a une possible négociation sur le prix. En procédure formalisée, ça n'est pas possible. Et on écarte de toute façon, dans tous les cas, les offres inappropriées, donc qui ne répondent pas aux besoins. Et sur les offres anormalement basses, qui sont en fait les offres sur lesquelles le prix est bas et il est tellement bas en fait qu'il risque de mettre en péril l'exécution du marché. Là, il y a toute une procédure qui est prévue, c'est-à-dire qu'on n'écarte pas directement. Il faut demander d'abord au candidat de justifier son prix et de justifier éventuellement pourquoi son prix est bas, parce que parfois, ça s'explique pour des raisons fiscales, des raisons techniques, parce que le candidat a une technique particulière qui fait qu'il peut économiser du temps et donc de l'argent. Et si c'est justifié, on n'écarte pas l'offre normalement basse. Si le prix n'est pas justifié, là, on doit l'écarter. Une fois qu'on a sélectionné l'offre, la meilleure offre, donc on a fait le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, on a notre attributaire ou nos attributaires, si on est dans un accord cadre multi-attributaire par exemple, comment on fait pour attribuer le contrat et donc ensuite démarrer le marché. L'attribution, c'est simple, plusieurs étapes. D'abord, on finalise le marché, donc on vérifie bien la régularité de la situation de l'attributaire, que tous les documents sont bons et sont à jour. On met éventuellement au point le marché, donc on négocie des derniers petits points du marché, sachant qu'il faut faire attention, pas de modification substantielle à ce moment-là. On est vraiment sur des points de détail. On fait signer son offre par l'attributaire. On informe les candidats évincés. Donc, quand on est en procédure formalisée, il faut bien que la notification de rejet contienne les motifs de rejet, le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de l'offre de l'attributaire. Une fois qu'on a fait ça, si on est en procédure formalisée, on respecte un délai standstill de 11 jours. On attend 11 jours avant de conclure le marché pour laisser la possibilité de faire un référé précontractuel. On y reviendra dans la partie contentieux, au candidat évincé éventuellement. Et ensuite, on signe le marché et on publie un avis d'attribution si on est dans l'un des cas où on doit le faire, notamment en procédure formalisée, publication d'un avis d'attribution au BEMP et au JOU. Il est possible, on peut être sur une procédure où en fin de passation, on se rend compte qu'il n'y a pas d'attributaire. Et donc, il faut déclarer sans suite. Alors, il y a plusieurs motifs pour ça. Soit, c'est pas qu'il n'y a pas d'attributaire, mais c'est qu'en fait, la personne publique décide de mettre fin à la procédure pour motif d'intérêt général, par exemple, parce qu'il considère qu'il n'y a pas assez de concurrence, parce que le projet doit être abandonné pour des raisons économiques, techniques. Et la deuxième possibilité, c'est là où on est vraiment dans une procédure infructueuse, donc on n'a pas de candidature, on n'a que des offres irrégulières, on n'a que des offres qui ne correspondent pas, qui ne vont pas, qui sont inappropriées. Dans ces cas-là, il est possible de faire ce qu'on appelle une déclaration sans suite. On arrête la procédure, il n'y a pas d'attributaire, tant pis, on arrête. Il faut en informer tous les candidats. Et si on a dû arrêter la procédure parce qu'elle était infructueuse, on peut reprendre la procédure sur la base d'une procédure de passation plus souple avec de la négociation.
Voilà pour la passation. Je passe la parole à Marie-Cécile pour l'exécution. Du coup, on va continuer à suivre l'ordre chronologique d'un contrat. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de l'exécution? Alors, d'abord, première étape, le démarrage du marché. Comme Inès l'a dit, on a forcément une notification du marché et ensuite, les travaux vont démarrer avec l'ordre de service de démarrage, donc l'OS. Cet ordre de service, et c'est un point un peu important, doit normalement être délivré dans le délai que va fixer le marché. Le marché va dire, dans un délai de temps maximum, un ordre de service de démarrage va être lancé. Quand le marché ne dit rien, ce délai est fixé à 6 mois par le CCAG Travaux. Là où le délai est important, c'est que si effectivement ce délai-là n'est pas respecté, ça ouvre des doigts pour le titulaire. Le titulaire du contrat va pouvoir déjà proposer une nouvelle date, mais aussi demander la résiliation du marché. Il a cette possibilité-là, donc on va développer après dans la partie résiliation comment ça fonctionne exactement. Mais effectivement, cette possibilité est prévue par le CCAG Travaux. Pourquoi? Parce que votre attributaire, votre titulaire du contrat, il a candidaté, il a prévu un planning, il a prévu ce marché et peut-être pas d'autres. Et donc forcément, si le marché ne démarre pas alors qu'il avait prévu tous ses moyens, eh bien, il a un préjudice et il est forcément un tout petit peu lésé. Une fois que le chantier a démarré, il peut se passer plein de choses qui vont justifier un arrêt du chantier. Première possibilité, c'est la possibilité du chantier qui va être ajourné. C'est quoi un chantier ajourné? C'est un chantier dont le début des travaux va être différé ou dont l'exécution va être suspendue. Et toujours l'ajournement, c'est quelque chose que le maître de l'ouvrage va décider. Ce n'est pas quelque chose que le titulaire décide. Donc, le maître de l'ouvrage fait une décision d'ajournement. Il y a des constatations qui vont être faites contradictoirement entre le titulaire et le maître de l'ouvrage pour qu'on soit tous bien d'accord sur qu'est-ce qui a été fait, pas fait, qu'est-ce qu'on a approvisionné, pas approvisionné. Et ça va ouvrir des droits pour le titulaire, mais aussi des obligations. Alors, en obligation, elle est simple, le titulaire va conserver la garde du chantier. En droit, le titulaire va pouvoir être indemnisé de tous les frais de garde et du préjudice lié à l'ajournement. Il pourra aussi avoir une indemnisation d'attente de reprise. Dernier droit possible pour le titulaire, c'est de demander une résiliation du contrat dans l'hypothèse restreinte d'un ajournement qui dure plus d'1 an. Un délai ensuite doit être respecté évidemment pour que ça puisse fonctionner. Deuxième type d'arrêt de chantier, c'est l'hypothèse de l'interruption. Alors là, l'hypothèse est différente puisqu'on est dans le cas où c'est le titulaire qui a la main. Le titulaire se retrouve contraint parce qu'il n'est pas payé depuis 2 acomptes mensuels successifs. Il faut qu'il soit à la suite. Ça ne peut pas être séparé de 6 mois dans le temps. Il faut que ce soit à la suite. Et donc, parce qu'il n'est pas payé, il n'a plus envie de continuer le chantier. Ça peut se comprendre dans l'absolu. Donc, du coup, s'il respecte une certaine procédure, il peut effectivement interrompre les travaux. Comment ça marche? Il va notifier au maître de l'ouvrage qu'il y a un retard et donc qu'il veut interrompre les travaux sous un délai de 30 jours. 2 hypothèses. Soit le maître de l'ouvrage notifie la poursuite des travaux, donc il faut continuer à les faire malgré tout. Soit on n'a pas de nouvelles du maître de l'ouvrage, et là, si vous êtes titulaire, vous pouvez légitimement vous interrompre et arrêter le chantier. Dans tous les cas, quand on a un cas d'interruption, il y a toujours une indemnité compensatoire qui peut être sollicitée par le titulaire du contrat. Les intérêts de retard sur les 2 acomptes successivement non payés, voire les acomptes d'après, sont majorés de 50%. Et le titulaire peut aussi solliciter dans certaines conditions une résiliation. Troisième hypothèse que vous devez plus connaître d'arrêt du chantier, c'est l'hypothèse de l'événement imprévisible qui génère une suspension. Typiquement, c'est le cas du Covid, de la première vague où tout le monde était confiné et donc on ne pouvait pas faire le chantier. Donc la circonstance imprévisible survient, on ne peut pas poursuivre le chantier, on suspend le chantier et puis ensuite on engage des discussions après avoir fait les constatations de l'existant avec le maître de l'ouvrage sur quand est-ce qu'on reprend, comment est-ce qu'on a besoin de modifier le contrat, est-ce qu'on a besoin de le faire et est-ce qu'on indemnise ou pas le titulaire du contrat. Alors, ensuite, autre type d'imprévus qui peuvent survenir et qui nécessitent de modifier le contrat, soit parce qu'il faut modifier la durée, les conditions d'exécution ou le prix. On l'a vu dans le cadre de la hausse des prix. On a recours à des avenants qui permettent de modifier le contrat. Alors, quel type d'avenant on peut mettre en place? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est le type d'avenant qu'on a anticipé dans le contrat et qui est prévu. Là, comme on a prévu dans le contrat qu'ensuite on pourrait modifier ce contrat-là, on n'a pas de limite de montant. On peut passer un avenant sur ce qu'on veut, on peut faire bouger la clause de prix, on peut changer des options contractuelles, ajouter des travaux, en retirer. Tout ça, c'est possible sans limite de montant puisqu'on l'a prévu, anticipé dans le contrat. Deuxième avenant qu'on peut utiliser, c'est l'avenant dit de faible montant.
Là, on peut faire les modifications aussi qu'on veut sur les prestations, mais aussi sur le prix. Le Conseil d'État l'a autorisé dans son avis de septembre dernier. On peut modifier le prix d'un contrat de travaux en utilisant cet avenant-là. Donc, on est sur un avenant de faible montant. Donc, il faut que ce soit inférieur à 15% du montant du marché en travaux et inférieur au seuil européen, sachant que dans ce calcul, il faut prendre en compte la clause de variation du prix et les modifications antérieures. Si on est sous ces seuils-là, on peut faire l'avenant de faible montant et modifier le prix du marché. Troisième type d'avenant qu'on peut utiliser, c'est l'avenant travaux supplémentaires. On a besoin de faire des travaux en plus qu'on n'avait pas anticipé au moment de la conclusion du contrat et on ne peut pas confier ces travaux à un nouvel opérateur parce que techniquement, économiquement, c'est pas avantageux. Dans ces cas-là, on peut avoir recours à l'avenant travaux supplémentaires et ajouter des travaux en plus, ajouter des délais, changer des matériaux, ajouter des matériaux dans une limite de 50% du montant du marché, sachant que dans ce calcul-là, c'est hors autres modifications et clauses de variation. On reste bien sous les 50%. Ensuite, quatrième type d'avenant qu'on peut utiliser, c'est l'avenant circonstances imprévues, qui là aussi peut être utilisé pour modifier le prix du contrat. Le Conseil d'État l'a autorisé aussi. On peut modifier le prix, mais on peut modifier plein d'autres choses si on arrive à démontrer qu'il y a une circonstance imprévue qui est survenue, qui n'était pas du tout anticipable au moment de la conclusion du contrat, typiquement la hausse des prix. On est dans une circonstance imprévue et là, on va pouvoir modifier le contrat et le prix du contrat à condition d'être en dessous de 5% de la valeur initiale du contrat, hors autre modification et hors clause de variation. Et il ne faut pas changer la nature globale du contrat. Dernier type d'avenant qu'on peut utiliser, qui est moins facile à manier, c'est l'avenant qu'on appelle modification non substantielle. Donc là, on n'a pas de limite de montant, mais il faut que la modification ne soit pas substantielle. Et c'est sur la définition de non substantielle que tout ça n'est pas très clair, parce que le Code de la commande publique définit de manière négative une modification non substantielle. Donc, on est dans une modification non substantielle quand il n'y a pas d'altération des conditions de mise en concurrence initiale, pas d'altération de l'équilibre du contrat, pas de bouleversement de l'équilibre du contrat en faveur du titulaire, pas d'altération de l'objet du contrat, pas de changement de titulaire. Et à ces conditions-là, on va pouvoir faire un avenant modification non substantielle sans limite de montant. C'est vraiment une analyse au cas par cas par le juge et c'est pas évident à manier. C'est pour ça que le Conseil d'État a interdit le recours à cet avenant pour modifier le prix d'un contrat. On reste vraiment sur les avenants circonstances imprévues ou modification de faible montant. Ça nous amène du coup à d'autres événements qui vont venir perturber un petit peu l'exécution. Donc, il y a les arrêts, il y a les avenants qu'on peut faire pour prendre en compte des imprévus, mais il y a aussi l'imprévu en lui-même, qui peut se régler soit par la voie d'un avenant, soit par la voie de la réclamation, et donc on l'abordera dans le contentieux. Donc, de quels imprévus est-ce qu'on est en train de parler? Imprévu numéro 1, qui arrive sur pas mal de chantiers, les travaux modificatifs ou les travaux supplémentaires. Alors, déjà, c'est quoi la différence? On parle de travaux modificatifs quand on va venir changer les caractéristiques fonctionnelles et techniques de l'ouvrage. Donc, par exemple, on avait prévu de faire une énorme salle de réunion de 50 mètres carrés. En fait, on va diviser cette salle de réunion en 3 salles de réunion. Mais on reste sur la même valeur. On avait prévu de faire des places de parking moto. Finalement, sur la même valeur, la même taille, on ne va pas faire des places de parking moto, on va faire des places de parking de voiture. Les travaux supplémentaires, eux, là où c'est différent, c'est que c'est des ajouts de travaux. On ne modifie pas ce qui devait être fait au départ, on va rajouter des travaux en plus. Donc, par exemple, on va décider qu'on veut une aile supplémentaire dans un bâtiment qui n'était pas prévu initialement. Le régime, que vous soyez en travaux sup ou en travaux modificatifs, est le même. Tout va dépendre, et c'est la question un peu centrale, de est-ce que le maître de l'ouvrage, quand vous êtes titulaire, était d'accord ou pas. Alors, première hypothèse, tout est fantastique et merveilleux. Les travaux ont été bien demandés par le maître de l'ouvrage. Donc, le maître de l'ouvrage a fait un ordre de service en disant « je veux les travaux sup » ou « je veux les travaux modificatifs » avec des prix nouveaux. On prend des prix nouveaux parce que forcément, vu que c'est des choses modificatives ou supplémentaires, on ne peut pas repartir des prix du marché. On prend les nouveaux prix. Deux hypothèses après, soit le titulaire est d'accord sur le prix, à nouveau tout est magique, on fait un avenant, travaux sup notamment. Soit il y a un désaccord sur le prix, le titulaire trouve que le nouveau prix qui est appliqué n'est pas conforme à l'état du marché, donc là il faut qu'il émette des réserves à l'ordre de service sous 30 jours. Si le maître de l'ouvrage n'est pas d'accord avec l'opinion du titulaire, il va appliquer le prix que lui il a dit dès le début, et à ce moment-là le titulaire pourra, dans le cadre d'une réclamation puis d'un contentieux éventuel, solliciter une indemnisation pour le prix que lui considère comme étant juste. Deuxième hypothèse, à côté de
Le maître de l'ouvrage est d'accord, le maître de l'ouvrage n'est pas d'accord. Ou en tout cas, il n'a pas demandé, c'est surtout ça, les travaux. Alors, le titulaire peut quand même être indemnisé, donc attention maître de l'ouvrage et attention titulaire, il peut être indemnisé s'il arrive à démontrer d'une part que les travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Et cette notion d'indispensable est un peu complexe à manier puisqu'en fait, on va regarder tous les usages professionnels répandus considérés comme essentiels en fonction du secteur. Donc, par exemple, vous allez avoir de la jurisprudence qui va vous dire que l'étanchéité des portes, ça rentre dedans. C'est indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Mais aussi, le fait de mettre un joint de meilleure qualité pour avoir une solution plus satisfaisante sur le plan esthétique. Donc, une fois que le titulaire démontre que les travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, il doit aussi démontrer, et c'est hyper important, que les travaux n'ont pas été explicitement refusés. Ça veut dire quoi explicitement refusé? Ça veut dire le titulaire dit au maître de l'ouvrage « je vais faire des travaux modificatifs ou des travaux supplémentaires ». Le maître de l'ouvrage répond par un courrier « non, je ne veux pas ». Si le maître de l'ouvrage dit qu'il ne veut pas, peu importe si les travaux sont indispensables ou pas, en fait, on ne peut pas être indemnisé. Donc attention au titulaire des contrats. Deuxième hypothèse possible de choses qui vont venir perturber un petit peu le chantier, c'est les sujétions techniques imprévues. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être, par exemple, de manière très concrète, des surprises dans la nature des sols, de la pollution ou des augmentations de quantité post-nouvelles études. De manière plus générale, une sujétion technique imprévue, ça va être une difficulté purement matérielle. Donc, c'est matériel, hein, c'est pas autre chose que du matériel du chantier. Ça va être exceptionnel, ça va être imprévisible, ça va être extérieur aux parties. Et si vous êtes dans un marché à forfait, pour qu'on soit dans une sujétion technique imprévue, il faut qu'en plus, il y ait soit un bouleversement de l'économie du contrat, donc ça coûte très cher pour le titulaire, soit il faut qu'il y ait une faute de l'acheteur qui a mal maîtrisé, par exemple, le chantier et ses pouvoirs de direction. Si on arrive à rentrer dans la sujétion technique imprévue, le maître de l'ouvrage doit indemniser le titulaire de l'intégralité du préjudice avec intérêt moratoire, mais il n'indemnise pas la marge. Parce qu'en fait, en réalité, et on le verra pour les autres cas d'imprévu, la marge n'est jamais payée. Autre possibilité d'imprévu, la force majeure, que vous connaissez peut-être un peu mieux, même s'il y a peu de cas finalement jurisprudentiels. Ça va être le cas d'une grève, par exemple, un événement météorologique qui n'est jamais arrivé, même il y a 30 ans. S'il est arrivé il y a 30 ans, ça ne marche pas au regard de la jurisprudence, ou une épidémie. Donc, il faut que vous ayez bien un événement extérieur, irrésistible et imprévisible à la conclusion du contrat, qui empêche complètement l'exécution du contrat. C'est pas qu'on peut recommencer dans 3 semaines, c'est genre on ne peut plus du tout faire. Et donc, dans ce cas-là, le titulaire est indemnisé de toutes les pertes qui résultent de la résiliation du contrat, puisqu'on ne peut plus faire le contrat. Tous gains et bénéfices sont exclus à nouveau. Autre événement imprévu qui va venir bouleverser le chantier, c'est l'hypothèse de l'imprévision. L'hypothèse de l'imprévision, c'est quoi? C'est le Covid, notamment quand il n'y a plus de confinement et qu'on pouvait exécuter, mais qui va rendre les choses plus chères parce qu'il faut prévoir plus de personnes sur le chantier, des matériels de protection, par exemple. Mais ça peut être aussi la hausse des prix. Donc, il faut qu'on ait un événement imprévisible, extérieur aux parties, et il faut qu'on ait un bouleversement de l'économie du contrat. Donc, n'hésitez pas à vous référer à nos webinaires sur la hausse des prix, on en a fait 2. Donc, on explique ça un peu plus en amont. Mais concrètement, il faut que le titulaire puisse démontrer qu'il y a au moins 7% de surcoût à l'exécution qui excède les risques qu'il ait pu accepter. Donc, il sera indemnisé de quoi? Des charges extra-contractuelles, donc de l'approvisionnement, des salaires, du fiscal, avec un abattement de 5 à 20%. C'est-à-dire que, par exemple, s'il a 1 million d'euros de charges extra-contractuelles, il y a un montant entre 5 et 20% de ce million qui vont rester à sa charge parce que c'est le risque qu'il a accepté de prendre quand il a candidaté pour avoir le contrat. La marge, elle, n'est à nouveau toujours pas indemnisée. On vous a fait un petit tableau qui résume tous les imprévus et les conditions. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à nous demander le PowerPoint. Comme ça, voilà, en un regard, vous pourrez savoir on est dans quoi. Pardon. Autre type d'imprévu qui peut survenir, c'est qu'il faille résilier le marché de manière anticipée avant en fait, le terme du contrat. Il y a 3 types de résiliation qui sont prévus, qui sont possibles. La première résiliation, c'est la résiliation pour motif d'intérêt général. Donc là, c'est à l'initiative du maître d'ouvrage. Il y a un motif d'intérêt général, il faut qu'il soit valable. La jurisprudence est plutôt souple sur le motif d'intérêt général qui valide la résiliation. Ça peut être
Un abandon du projet pour des difficultés techniques ou des contraintes même budgétaires, ça fonctionne. Ça peut être parce qu'il y a une évolution du besoin ou un changement de cap politique, si par exemple le nouveau maire considère que l'ouvrage qui avait été commandé n'est absolument pas nécessaire, ou même s'il a une volonté de limiter le nombre de marchés. Ça, c'est possible. Il y a de la jurisprudence récente là-dessus. On est vraiment sur une souplesse assez importante. Une perte de confiance dans le titulaire de la part du maître d'ouvrage est aussi un motif d'intérêt général valable. Une fois qu'on a ce motif valable, la procédure, comment ça fonctionne? Il faut notifier au titulaire sa décision de résiliation, expliquer bien le motif qui la fonde et ensuite préciser dans ce courrier aussi la date de prise d'effet de la résiliation. Il y a, comme il y a un arrêt en fait du marché préalablement à ce qui avait été prévu au moment de la signature du contrat, le titulaire, dans ce cas-là, a le droit d'être indemnisé pour la résiliation pour motif d'intérêt général à 5% du montant du marché initial, et il se fait aussi indemniser les frais et les investissements qu'il a dû engager. Attention, si vous êtes titulaire, ça c'est possible que si vous en faites bien la demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de résiliation de la part du maître d'ouvrage. Deuxième type de résiliation anticipée, c'est la résiliation pour faute du titulaire. Donc là, c'est toujours à l'initiative du maître de l'ouvrage, mais c'est pas pour motif d'intérêt général, c'est parce qu'il y a une faute du titulaire qui doit être suffisante. Par exemple, un retard considérable dans la livraison d'une des tranches, un non-respect des obligations légales de sécurité sur le chantier qui met en péril en fait la sécurité de l'ouvrage, une non-restitution ou une dégradation de l'ouvrage ou des emprises qui ont été mises à disposition pour faire le chantier. Tout ça, c'est des fautes qui sont considérées par la jurisprudence comme des fautes suffisantes et qui permettent à l'acheteur de résilier pour faute. La procédure, laquelle c'est, il faut d'abord mettre en demeure préalablement, avant de notifier la décision de résiliation, il faut mettre en demeure le titulaire de remédier au manquement. Il faut bien préciser sur quel fondement, quel manquement en fait au contrat l'acheteur met en valeur pour fonder sa résiliation et solliciter du titulaire qu'il arrête ces manquements-là, qu'il y remédie pour que le contrat puisse continuer. Il faut aussi préciser dans cette mise en demeure non seulement les manquements, mais la sanction qui est envisagée. Et la sanction, ça peut être la résiliation pour faute simple, mais il peut aussi avoir ce qu'on appelle une résiliation aux frais et risques, c'est-à-dire que c'est une résiliation où non seulement on résilie pour faute, mais s'il faut passer à un nouveau marché, l'acheteur passera à un marché qu'on appelle de substitution, et ce marché-là, le prix de ce marché-là sera mis à la charge de l'ancien titulaire. Donc ça, il faut bien le préciser dans sa mise en demeure, et si le titulaire ne s'exécute pas, si les manquements continue, perdure, alors là, on fait sa notification de décision de résiliation motivée avec date d'effet de la résiliation, comme dans le cas d'une résiliation pour motif d'intérêt général. On a toujours une indemnisation, mais cette fois-ci, pas du titulaire, du maître d'ouvrage, puisqu'il y a eu faute du titulaire. Seulement si on a une faute qui est vraiment grave de la part du titulaire, alors là, on a indemnisation du maître d'ouvrage et notamment, on met à la charge, s'il y a résiliation aux frais et risques, le nouveau marché, le marché de substitution, va être mis à la charge du titulaire. Alors, il y a des conditions à respecter. Il faut bien prévenir le titulaire qu'on va avoir recours à un marché de substitution et il faut mettre le titulaire dans une situation où il puisse présenter ses observations sur ce nouveau marché avant de pouvoir envoyer ensuite un titre exécutoire pour faire payer au titulaire ce marché de substitution. Troisième cas de résiliation anticipée dans un marché de travaux, qui est plus rare et plus difficile à mettre en œuvre, c'est la résiliation pour faute de l'acheteur cette fois. Alors, c'est plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut soit que ce soit prévu dans le contrat, si ça n'est pas prévu dans le contrat, ça n'est pas possible, et il faut que la faute du maître d'ouvrage soit d'une gravité suffisante. Par exemple, ça peut être parce que le maître d'ouvrage modifie unilatéralement le contrat sans prévoir d'indemnisation pour le titulaire ou parce qu'il suspend les travaux pendant une durée très longue ou qu'il ne paie pas pendant une durée très longue. Tout ça, si c'est prévu dans le contrat, alors il peut y avoir résiliation pour faute. À une condition, c'est que le titulaire notifie à l'acheteur son intention de résilier le contrat. Et là, il n'y a pas résiliation automatique. L'acheteur a la possibilité de s'y opposer pour motif d'intérêt général. Si son motif d'intérêt général est valable, le contrat continue. S'il n'y a pas de motif d'intérêt général valable, on a une prise d'acte en fait de la part du titulaire de la résiliation et on a une résiliation pour faute. Ça, c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas de résiliation pour faute de l'acheteur, qui là, pour le coup, est automatique, on en revient à ce que disait Marie-Cécile au début sur l'ordre de service de démarrage tardif. Si on n'a pas d'ordre de service de démarrage dans le délai qui est prévu au marché ou dans le délai qui est fixé par défaut, qui est de 6 mois, là, le titulaire peut solliciter la résiliation du marché et dans ce cas-là, le maître d'ouvrage ne peut pas s'y opposer pour motif d'intérêt général.
Pour l'indemnisation, ça dépend du cas. Soit on est dans le cas où il n'y a pas eu de service de démarrage et donc il y a une résiliation automatique. Là, le titulaire va se faire indemniser de ses frais et investissements. Attention, encore une fois, à condition de bien en avoir fait la demande dans un délai de 2 mois. Et dans le cas numéro 1, donc dans le cas où ça doit être prévu au contrat, là, ça dépend vraiment des stipulations contractuelles. C'est en fonction de ce qui est prévu dans votre contrat. Si on n'a pas résilié le contrat de manière anticipée, on en arrive au moment de la réception. Les travaux doivent être réceptionnés. Comment fonctionne cette réception? Alors déjà, il y a plusieurs types de réception possibles. Normalement, le principe, c'est que la réception, elle est unique et globale, c'est-à-dire qu'on réceptionne l'ensemble des travaux une fois que l'ensemble de l'ouvrage est achevé en fin de marché. Il peut y avoir, par exception, une réception qu'on appelle partielle. Donc, on a plusieurs réceptions, soit parce que le marché le prévoit, donc on a un marché où il y a des tranches et on prévoit des réceptions par tranche de travaux ou d'ouvrages, ou par partie d'ouvrage, c'est tout à fait possible, ou de facto, parce que c'est pas prévu au contrat, mais parce que dans les faits, le maître d'ouvrage prend possession d'une partie de l'ouvrage avant la fin des travaux, et dans ces cas-là, on a une réception partielle de cette partie de l'ouvrage. La réception, elle peut être de plusieurs types. Le cas classique, c'est la réception amiable, c'est-à-dire qu'en fin de marché, dès que les travaux sont achevés, on applique la procédure qui est prévue dans le CCAG ou dans le contrat dans le CCAP. En appliquant ces stipulations-là, on fait les opérations préalables de réception. On vous détaillera ensuite toute la procédure. Et on arrive à un PV de réception avec une réception, du coup, qu'on dit amiable. Si ces opérations ne sont pas faites et qu'on n'a pas de PV de réception, on n'a pas de réception amiable, on a la possibilité quand même d'avoir une réception tacite. Ça a été mis en place pour protéger le titulaire, en fait, puisque la réception, elle dépend du bon vouloir du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Et si on n'a pas ces opérations qui sont mises en place par le maître d'œuvre et par le maître d'ouvrage, à partir du moment où l'ouvrage est achevé en état d'être reçu et qu'on constate une commune intention des parties de réceptionner l'ouvrage, la commune intention des parties de réceptionner l'ouvrage, elle se déduit notamment de la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage, parce que si on est dedans et que l'ouvrage est fonctionnel, il est forcément en état d'être réceptionné et il faut qu'il y ait un droit acquis à réception pour le titulaire pour que les garanties commencent à courir. On y reviendra ensuite. Mais s'il y a bien cette prise de possession et qu'il y a en plus paiement, soit total, soit même partiel, la jurisprudence accepte un paiement partiel de l'ouvrage. Si on a ces deux conditions-là, on en déduit une commune intention des parties de réceptionner l'ouvrage et il y a réception tacite et donc l'ouvrage est réputé comme étant réceptionné. Dernière hypothèse, c'est la réception judiciaire. Si on n'a pas de commune intention des parties de réceptionner l'ouvrage, pas de prise de possession, pas de paiement, mais que l'ouvrage est achevé et que le titulaire considère que le refus du maître d'ouvrage d'accepter de réceptionner l'ouvrage est injustifié, il peut faire appel au juge pour que le juge prononce lui-même, sur la base des éléments qu'on lui soumet, la réception à une date qu'il va fixer. Concrètement, comment ça fonctionne, la réception amiable? Plusieurs étapes, on va détailler mais rapidement. Les travaux sont achevés, vous en tant que titulaire, vous avez achevé les travaux, vous en informez le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qu'ils peuvent procéder aux opérations préalables à la réception, qui sont concrètement les visites sur place pour vérifier que l'ouvrage est bien achevé, conforme au CCTP et qu'il n'y a pas de malfaçon ou de non-façon. Ces opérations préalables seront soit faites par le maître d'œuvre dans un délai de 20 jours. Si ce n'est pas effectué, vous, en tant que titulaire, vous alertez tout de suite le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage doit se substituer au maître d'œuvre pour effectuer ces opérations préalables à la réception et dresser donc le PV de réception. Si ni le maître d'œuvre ni le maître d'ouvrage ne s'exécute, vous avez, vous, en tant que titulaire, une réception qui est réputée comme étant acquise, toujours pour ne pas faire courir les délais de garantie. Ça, c'est la procédure qui intervient, qui est détaillée au CCAG, avec des délais à chaque fois qui sont détaillés dans le schéma dessus. Donc, si vous avez besoin de ce schéma, vous nous demandez, on vous enverra le PowerPoint. Et donc, la réception, une fois qu'on a cette réception qui est intervenue, il peut y avoir des réserves. Et les réserves, elles peuvent être de plusieurs ordres. Il y a une distinction qui porte souvent à confusion et qui est quand même très importante à faire. Donc, on va y revenir tout de suite. C'est la réception avec réserve et la réception sous réserve. C'est quoi la distinction? La réception avec réserve, c'est quand on a bien une réception, l'ouvrage est réceptionné, on a un PV de réception, mais qu'il y a des petites réserves qui sont, par exemple, des prestations qui n'ont pas été entièrement réalisées ou des petites prestations qui sont mal réalisées. Donc, il y a des malfaçons ou des non-façons, mais qui sont minimes et qui vont nécessiter des travaux de finition ou de reprise. Là, on a le PV de réception, c'est réceptionné, mais le maître d'ouvrage met donc ses réserves et fixe un délai pour que le titulaire procède à la levée de ces réserves-là. Ça, c'est la réception avec réserve. Premier cas. Deuxième cas, c'est la réception
sous réserve. Là, les réserves sont plus importantes et donc, c'est pas complètement réceptionné. En fait, ça va être réceptionné sous réserve que les prestations qui n'ont pas du tout été exécutées soient exécutées ou sous réserve que s'il y a des essais ou des épreuves à réaliser pour vérifier le fonctionnement de l'ouvrage, ces essais-là soient réalisés. Et donc là, on est vraiment dans une réception sous réserve, donc c'est pas totalement réceptionné, il va bien falloir tout terminer pour que ce soit réceptionné. Là aussi, le maître d'ouvrage fixe un délai et ce délai, il peut pas être supérieur à 3 mois puisqu'on est dans des réserves qui sont vraiment importantes et donc il faut les faire dans un délai assez court. Troisième hypothèse, c'est la réception avec réfaction de prix. Donc là, on a des petites malfaçons, des petites non-façons, comme dans le premier cas, mais l'acheteur décide, soit pour des raisons de temps ou pour d'autres raisons, parce qu'il a besoin de prendre possession de l'ouvrage, de prendre l'ouvrage en l'état. Il accepte l'ouvrage en l'état, il ne demande pas au titulaire de lever les réserves, mais par contre, du coup, en contrepartie, il y a une réfaction sur le prix, et donc le prix sera un peu plus bas. Voilà pour les 3 hypothèses de réserve. Après, il y a aussi le cas parfait, génial, où il n'y a aucune réserve. Qui nous amène aux garanties. Les garanties, c'est une obligation qui est faite finalement au titulaire de venir réparer des choses qu'il a mal faites par rapport à l'ouvrage. On a 3 types de garanties. On a d'abord la garantie de parfait achèvement. La garantie de parfait achèvement, elle court pendant 1 an à partir de la réception. Ça marche pour quoi? Ça marche pour tous les désordres. Et c'est toujours à la charge du titulaire. Alors, ça va être quoi? Ça va être des fissures, ça va être du carrelage cassé, ça va être des joints, ce genre de choses. Deuxième possibilité, ça va être la garantie biennale. La garantie biennale va commencer à courir après la réception ou après la levée des réserves pendant une durée de 2 ans. Ça va permettre de venir réparer à la charge du titulaire tous les équipements, donc toutes les choses qu'on peut dissocier de l'ouvrage sans casser l'ouvrage, concrètement. Et donc, il va falloir qu'il répare ça. Et donc, ça peut être quoi? Ça peut être des électrovannes, un tableau électrique, du chauffage de piscine, des vitrages. Troisième hypothèse possible, c'est la garantie décennale. Donc, la garantie décennale dure plus longtemps puisque c'est 10 ans à partir de la réception de la levée des réserves. Et ça va obliger le titulaire à reprendre tous les désordres qui vont être relatifs à l'ouvrage. Ça peut être des énormes fissures, des choses qui compromettent la solidité. Et ce qui est important de savoir quand on est en biennale ou en décennale, contrairement à la garantie de parfait achèvement, c'est qu'il faut que le désordre n'ait pas été apparent à la réception. Si on a un désordre apparent à la réception, ça ne marche pas ni dans en biennale ni en décennale. Ce qui nous amène, du coup, maintenant qu'on a réceptionné, que tout va bien, que les garanties ont commencé à courir, c'est le moment de régler ses comptes. Comment est-ce que ça marche? Alors, on a plusieurs moments où en fait on se fait payer. Quand on est titulaire, il y a plusieurs moments où du coup le maître de l'ouvrage doit payer. Alors, première possibilité, c'est l'avance. L'avance, elle est obligatoire dès que vous avez un marché qui fait plus de 50 000 € et qui dure plus de 2 mois. L'avance, ça va être le paiement d'une partie du marché à l'avance dans un délai qui va être fixé dans le contrat. Comment on calcule ce montant-là? Alors, soit on est sur un marché de plus de 12 mois, enfin de moins de 12 mois, et dans ce cas-là, on est entre 5 à 30% du prix du marché initial. Soit vous êtes sur un marché de plus de 12 mois, là, on sort tous la calculette et on va faire le calcul de 5 à 30% d'une somme égale à 12 fois le montant initial, toute taxe comprise du marché, divisé par sa durée exprimée en mois. On peut prévoir aussi des taux très spécifiques pour les PME pour justement garantir l'accès à la commande publique, puisque l'avance permet pour les petites entreprises notamment de ne pas devoir toucher à leur trésorerie en fait pour pouvoir exécuter le contrat. L'avance, donc, est payée dans un délai qui est fixé par le marché, mais elle doit aussi être remboursée, c'est-à-dire que le titulaire ne part pas avec l'avance plus le prix du marché. Le titulaire touche l'avance et puis il la rembourse, souvent par précompte, dans le délai fixé par le marché tous les mois. Donc, on vous détaille dans le slide comment ça marche le remboursement. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à le demander. Au fur et à mesure du contrat, on a aussi des paiements qui interviennent. On n'a pas que l'avance, on peut aussi se faire payer au mois. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'acompte mensuel. Alors, comment ça marche? Vous, titulaire, vous devez faire un projet de décompte mensuel avant la fin de chaque mois que vous allez envoyer au maître d'œuvre. Ça va récapituler toutes les sommes qui vous sont dues depuis le début du contrat au regard du stade où vous en êtes dans l'exécution. On ne facture pas des trucs qu'on n'a pas exécutés. On ne facture que là où on en est dans le contrat. Le maître d'œuvre va lui ensuite accepter ou rectifier ce projet et du coup, ça va s'appeler décompte mensuel. Il va ensuite établir le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire. Il notifie au titulaire ce montant. Il demande au MOA de régler ce montant. Et le MOA, donc le maître de l'ouvrage, va régler le montant que lui considère comme étant acceptable.
Donc après, si on n'est pas d'accord, toujours les mêmes possibilités, réclamation, contentieux. Ou devoir la fin du contrat au moment du DGD. Et donc, ce qui nous amène au DGD. Alors, le DGD, c'est le décompte général. Et normalement, quand les choses se passent bien, on a un décompte général qui est fait un peu de concert entre les parties. Donc, on a notre réception. On va avoir le titulaire qui va faire un projet de décompte final, donc qui va récapituler toutes les sommes qu'il veut se voir payer au titre du marché, très explicitement, mais aussi des sommes qui viennent un peu à côté du marché. Donc, par exemple, il a fait des travaux supplémentaires, il a fait des travaux modificatifs, il n'y a pas eu d'avenant, il veut se les faire payer. Ça peut être aussi, il a subi une imprévision, il a subi des sujétions imprévues. Il va lister tous les montants qu'il veut voir payer et idéalement, il transmet aussi tous les justificatifs. Il envoie tout ça au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage. Le maître d'œuvre va modifier ou rectifier ce projet de décompte final du titulaire. Il ne peut pas demander au titulaire de refaire le projet de décompte final, hein. Il peut juste le rectifier ou le modifier. Il le transmet ensuite au maître de l'ouvrage et du coup, la dénomination change, ça s'appelle projet de décompte général. Et le maître d'ouvrage saisi de ce projet de décompte général-là va pouvoir le transférer ensuite au titulaire. Alors, avant d'en arriver à qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a le décompte général, il faut savoir, et c'est hyper important, que le délai est quand même très court pour le maître de l'ouvrage et pour le maître d'œuvre. En effet, une fois que le maître d'œuvre et le maître de l'ouvrage ont en leur main le projet de décompte final du titulaire, ils n'ont qu'un délai de 30 jours pour notifier au titulaire le décompte général. Donc, le temps passe très, très vite. Donc, une fois que la notification du décompte général est faite au titulaire, deux options. Soit tout est merveilleux et magique avec des paillettes, et donc effectivement, le titulaire est d'accord, et donc le décompte général devient définitif, il n'y a pas de réserve, tout est fantastique. Soit, cas qui arrive régulièrement, on n'est pas complètement d'accord sur tout, peut-être qu'il y a des montants réclamatoires, par exemple des travaux modificatifs supplémentaires ou de l'imprévision qui n'ont pas été pris en compte dans le décompte général. Et donc, le titulaire pourra ensuite faire une réclamation et solliciter le paiement. On verra comment on fait dans la partie contentieux. Très important aussi, à côté du règlement de concert des comptes avec le décompte général, il y a aussi la possibilité pour le titulaire de faire naître un décompte général et définitif tacite. Qu'est-ce que c'est? C'est clairement une hypothèse prévue par le CCAJ Travaux qui permet au titulaire de forcer la main du maître de l'ouvrage et de se faire payer tout ce qu'il demande depuis le début, quand le maître de l'ouvrage est absolument inerte et lui oppose un silence. Alors, comment ça marche? On a pareil la réception, projet de décompte final, ça c'est la même chose que quand on fait les choses en concert. Puis ensuite, une fois qu'on a envoyé le projet de décompte final au maître de l'ouvrage, il ne se passe plus rien. On se fait opposer un énorme silence. Du coup, le titulaire peut à ce moment-là lui-même établir le décompte général qu'il va signer et qui va envoyer au maître de l'ouvrage. Et si le maître de l'ouvrage ne répond pas dans un délai de 10 jours, on se retrouve avec un DGD tacite. D'autres règles aussi sont applicables. Au-delà des délais, il faut par exemple que le titulaire fasse très, très, très attention d'envoyer aux bonnes personnes les documents. On n'envoie pas au service marché, on envoie à la personne en charge du marché, tel que ça ressort du contrat. Ce qui nous amène du coup naturellement à la partie contentieuse. La première partie du contentieux, c'est la partie de la réclamation. Donc, une réclamation, on va en faire dès qu'on a un différend entre le maître de l'ouvrage et le titulaire du contrat pour faire valoir en fait les choses qu'on veut souvent se voir payer. C'est souvent à titre financier la réclamation. Donc, ça va être un désaccord par exemple sur le DGD. Ça peut être aussi le paiement de travaux supplémentaires, d'une imprévision ou autre. Donc, du coup, le titulaire du contrat fait une réclamation. Il doit ensuite attendre un délai de 30 jours pour avoir une décision du maître de l'ouvrage qui doit lui dire il est d'accord, il n'est pas d'accord. S'il ne répond pas, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Et ensuite, il y a un délai de 6 mois pour saisir le juge par le titulaire du contrat s'il n'est pas d'accord avec la décision du maître de l'ouvrage. Et pendant ce délai-là, idéalement, il faut essayer de trouver un règlement amiable puisque le CCAJ Travaux favorise les règlements amiables des litiges et invite les parties à essayer de se rencontrer et de trouver des solutions. En tout état de cause, on fait hyper attention au délai de 6 mois pour saisir le juge, sauf à ce qu'on ait fait un règlement amiable qui interrompt les délais de recours, on va en parler tout à l'heure, sauf à ce qu'on ait fait ça, le délai de 6 mois est ferme, et si on n'introduit pas son recours dans un délai de 6 mois, c'est trop tard, on est forclos, on ne pourra plus jamais demander son argent. Alors du coup, les règlements amiables, justement, qu'évoquait Marie-Cécile, c'est quoi? Quel type de règlement amiable on peut utiliser en marché de travaux?
Le premier type de règlement amiable, c'est la médiation. Qu'est-ce que c'est que la médiation? C'est un processus donc, qui est confidentiel et dans lequel les parties vont essayer de trouver ensemble une solution amiable au litige en faisant intervenir un médiateur professionnel. Ce médiateur, attention, il n'est pas là pour proposer des solutions en droit ou proposer des solutions techniques, financières. Il est vraiment là comme un médiateur pour créer un pont entre les parties et faire en sorte qu'elles se parlent et qu'elles arrivent à identifier elles-mêmes une solution qui soit viable et qui soit possible. Concrètement, comment ça se passe? On saisit le médiateur une fois qu'il y a eu cette réclamation qui n'a pas abouti. On saisit le médiateur. Il y a des discussions qui s'engagent, donc le médiateur met en place ces discussions. Et ensuite, soit les parties identifient une solution, auquel cas il faudra ensuite mettre cette solution sur le papier et rédiger une transaction que les parties vont venir signer pour que ce soit bien engageant et que ce protocole soit ensuite exécuté. Soit il n'y a pas d'accord et là, on passe vraiment à la phase contentieuse avec une saisine du juge. Il y a un type de médiation qui est un peu particulier, qui est le recours au médiateur des entreprises. Donc, ça fonctionne exactement comme la médiation qu'on vient d'évoquer, sauf que c'est pas un médiateur qui peut être… le médiateur, en général, c'est soit un avocat qui est médiateur à côté, soit quelqu'un qui est spécialisé et qui est défini par les parties. Et cette personne-là, ça peut être le médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises, c'est quoi? C'est un organisme qui est rattaché donc à Bercy, au ministère de l'économie, et donc c'est gouvernemental, ça a plus de poids, ça fait plus sérieux d'avoir recours au médiateur des entreprises. Et ce qui est avantageux aussi, et donc il faut penser au médiateur des entreprises si vous avez des litiges qui vont partir en médiation, c'est que c'est gratuit et qui se prononce normalement dans un délai qui est plutôt court. Donc là, pareil, la procédure, c'est exactement la même. Si on identifie une solution, il va falloir ensuite passer par une transaction et un protocole transactionnel. S'il n'y a pas de solution, pas d'accord, on passe au juge. Troisième type de règlement amiable, c'est le CCIRA, donc c'est le comité de règlement amiable des litiges. Il y a plusieurs comités en réalité. Il y a un comité national et des comités locaux, donc qui sont saisis selon le lieu d'exécution des travaux. Et donc là, c'est un peu différent du médiateur parce que ce comité-là, il va vraiment essayer, lui, de trouver une solution donc, amiable et plutôt en équité, mais qui est fondée sur des éléments de droit et sur des éléments de fait. Et la procédure ressemble un petit peu plus à une procédure juridictionnelle devant un juge, puisque donc à partir du moment où il y a saisine du CCIRA, il y a des échanges de mémoire, des échanges écrits, comme devant le juge. Il y a ensuite une audition des parties par le CCIRA, et puis le CCIRA rend son avis, qui est fondé sur des éléments de droit et des éléments de fait. Cet avis n'est pas engageant, à la différence d'une décision juridictionnelle. L'avis du CCIRA n'est pas engageant. Donc, le MOA peut décider soit de suivre l'avis, auquel cas, pareil, transaction, protocole transactionnel, et les parties se mettent d'accord sur cet avis-là. Soit le maître d'ouvrage ne suit pas l'avis, il a la possibilité de le faire, ça n'est pas engageant. Et donc là, si le titulaire n'est pas satisfait, on passe au recours juridictionnel que Marie-Cécile va vous détailler. Alors, il ne nous reste plus qu'une minute, donc on va la faire en super concentré. Première hypothèse, très résiduelle, donc on ne va pas y passer très longtemps, c'est de faire un arbitrage. Pourquoi c'est résiduel? Parce qu'en matière de contrat public, sauf si on rentre dans des exceptions qu'on détaille dans PowerPoint, l'arbitrage est complètement écarté, on est obligé de saisir un juge. La procédure en arbitrage est la même que quand on saisit un juge, et la sentence arbitrale s'impose aux parties. Dans les recours où on saisit un juge, on a distingué deux choses. D'abord, les recours qu'on peut faire en matière de passation. Donc, c'est les cas où vous allez être un candidat évincé, un candidat potentiel ou une personne ayant eu intérêt à signer le contrat. Trois types de recours possibles, le référé précontractuel, le contractuel ou le recours Tarn-et-Garonne avec éventuellement un référé suspension. Autre type de recours différents, les recours que les parties peuvent se faire devant le juge administratif. Alors, c'est les recours qu'on va utiliser pour le règlement des comptes, pour la réception, pour des problèmes de garantie de désordre, pour des problèmes de résiliation ou pour la contestation du contrat. 4 recours qu'on peut citer. Le recours bézien quand on n'est pas content sur la validité du contrat. On peut demander la poursuite des relations contractuelles ou la résiliation. Recours 2, le recours Bézier 2, pour contester une mesure de résiliation, donc c'est le titulaire qui va l'engager, et demander la reprise des relations contractuelles. Troisième type de recours, les recours classiques, en fait, c'est les recours au fond dès qu'on a une autre problématique qui ne rentre pas ni dans le Bézier 1 ni dans le Bézier 2. Et puis finalement, le référé provision qu'on peut utiliser notamment pour se faire payer un DGD classique. Donc à chaque fois que vous faites un recours, attention, regardez s'il faut faire une réclamation en amont, ne pétez pas les délais, est-ce qu'il faut attendre la réponse du MOA, est-ce qu'il y a une réponse du MOA pour ensuite saisir le juge.
On fait aussi attention au délai de forclusion. Dernier type de recours, et on va en terminer là, c'est le recours du référé expertise. C'est quand vous faites un des autres recours qu'on vous a dit, donc surtout un recours au fond, et que vous avez besoin d'un avis technique que le juge ne peut pas donner parce qu'il n'est pas technicien en fait, il est juge. Et donc vous allez avoir besoin de saisir un juge pour avoir un expert, pour que l'expert puisse donner son avis qui permettra d'éclairer le juge. Donc, vous connaissez probablement la procédure, on la détaille dans ce slide. Le seul point très important, c'est ne pensez bien que vous pouvez saisir le juge administratif, mais aussi le juge judiciaire, dès que vous avez un contrat dans lequel vous allez avoir des parties à côté à l'expertise qui sont liées par des rapports de droit privé. Dans ce cas-là, le juge judiciaire fonctionne, et devant le juge judiciaire, ce qui est super bien, c'est que vous pouvez faire des référés heure à heure, donc avoir une date d'audience très, très courte, alors que devant le juge administratif, c'est pas possible parce que ce type de référé n'existe pas. On en a fini sur notre ABC, donc des marchés de travaux. On a conscience que ça a dû être un peu dense. On avait beaucoup d'éléments à vous faire part. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, donc soit dans le chat, soit à l'adresse contact qui s'affiche. Et n'hésitez pas aussi à nous faire un petit mail à cette même adresse si vous voulez qu'on vous transmette le PowerPoint, parce qu'il y a des choses qui sont bien détaillées dans le PowerPoint sur lesquelles on n'a pas trop eu le temps d'insister. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous avez l'adresse qui s'affiche là, à nous faire un petit mail pour qu'on réponde à vos questions, qu'on vous envoie notre support. Merci à tous, du coup. Merci Delphine. Merci à vous. Donc, effectivement, le webinaire arrive à sa fin. Chère Marie-Cécile, chère Inès, merci pour l'ensemble de ces éclairages et pour voilà, tout ce que vous avez pu nous apporter par rapport à toutes ces grandes questions vraiment particulièrement importantes en matière pour ces contrats de travaux. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay. Merci également à tous les participants. Et nous vous disons, nous souhaitons déjà bien sûr une très bonne journée. Nous vous disons à très très bientôt. Au revoir et merci encore. Au revoir. Merci, bonne journée.